Mesdames et messieurs, amateurs de frissons et de récits qui défient la raison, tournons nos regards vers les pelouses nord-américaines. Si le football est une langue universelle, le Cap-Vert, en ce mois de juin 2026, est en train d'en rédiger les vers les plus poétiques et les plus inattendus. Le monde a longtemps considéré le mondial comme le terrain de chasse, réservé des grandes puissances. Un banquet où seuls les invités de marque avaient droit aux honneurs. Mais les requins bleus, pour leur première apparition historique dans le tournoi, ont décidé de renverser la table. Rappelez-vous, il y a quelques jours, alors que la planète entière braquait ses projecteurs sur la Roja espagnole, immense favorite, le Cap-Vert a érigé une muraille. Ce fut le premier upset de cette édition, un 0-0 qui a résonné comme une défaite pour l'Espagne et comme une épopée pour les Africains. Avec une défense de fer et un Vozinha en état de grâce dans ses cages, les Cap-Verdiens n'ont pas seulement survécu. Ils ont imposé une discipline tactique qui a totalement contrarié la Roja. Mais loin de se reposer sur ce laurier, les hommes de Bubista ont récidivé cette nuit, face à un autre monument, l'Uruguay de Marcelo Bielsa. C'est un match qui fera date dans les manuels de football. Sur le papier, le fossé était abyssal. D'un côté, la Céleste, forte de ses guerriers habitués aux joutes européennes, des noms qui font trembler les filets. Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Fede Valverde, Maxi Araujo. De l'autre, des insulaires, dont le cœur bat plus fort que la renommée. Après un long round d'observation, où la tension était palpable, c'est le Cap-Vert qui a frappé. À la 21e minute, sur un coup franc lointain, Kevin Pina a déposé le cuir au ras du poteau gauche de Fernando Muslera. Un léger rebond, une trajectoire vicieuse, et voilà le premier but de l'histoire du Cap-Vert en Coupe du Monde. Le silence, pendant une fraction de seconde, a saisi le stade avant de laisser place à une clameur historique. Mais la grandeur de l'Uruguay, c'est aussi sa résilience. Sonnée, la Céleste a tenté de se réveiller avant la pause. Après une tête rageuse de Bentancur venue s'écraser sur le montant, Maxi Araujo, à l'affût, a propulsé le ballon dans les filets vides, 44e. Et alors que le Cap-Vert, courageux, luttait avec une infériorité numérique provisoire, le temps additionnel a tourné au cauchemar. Sur une remise de la tête d'Araujo, Canobio a fait basculer la rencontre, 45e plus 6. On pensait le destin scellé, la logique respectée. C'était mal connaître ses joueurs. Au retour des vestiaires, le visage de l'équipe de Bubista était transformé. Pas de résignation, seulement une volonté farouche de marquer l'histoire. À la 61e minute, sur une mésentente défensive uruguayenne et une sortie aérienne manquée de Muslera, Elio Varela a surgi pour égaliser. Le 2-2 était scellé. Malgré les assauts finaux et les hors-jeux frustrants côté uruguayen, le Cap-Vert a tenu, signant une performance qui les place désormais 3e du groupe H, à portée d'une qualification pour les 16e. Ils ne sont plus seulement des invités, ils sont des acteurs majeurs. L'Uruguay, lui, est dans l'obligation de dompter l'Espagne pour éviter une sortie prématurée. Le tournoi vient de basculer, et les requins bleus en sont les nouveaux maîtres du jeu. Après le séisme émotionnel causé par le Cap-Vert, le regard du monde s'est tourné vers l'Espagne, une nation en quête de rachat après son entrée en matière frustrante. Face à l'Arabie Saoudite, ce n'est pas seulement un match de football que la Roja a disputé, c'est une démonstration de force, une leçon de maîtrise tactique où chaque passe, chaque mouvement, semblait obéir à une partition bien huilée. Au cœur de cette symphonie, un nom, un visage, une promesse, Lamine Yamal. Le retour du prodige dans le 11 de départ, aux côtés de Mikel Oyarzabal et Alex Baena, a instantanément métamorphosé le visage offensif de la Roja. Ce n'était plus l'Espagne hésitante des premiers jours, mais une équipe tournée vers la verticalité, une force de frappe qui a étouffé une défense saoudienne rapidement débordée par l'intensité et le talent brut du jeune ailier. Dès les premières minutes, Yamal a multiplié les appels, les dribbles et les centres, incarnant cette audace nécessaire pour briser les blocs compacts. C'est d'ailleurs de ses pieds que l'action décisive a pris naissance, l'ouverture du score agissant comme le catalyseur d'une sérénité retrouvée. Pourtant, cette victoire éclatante a soulevé un débat d'une rare finesse, captivant les observateurs. La gestion de Lamine Yamal par son sélectionneur Luis de la Fuente. Lorsqu'à l'heure de jeu, alors que le score était déjà acquis, le technicien espagnol a choisi de faire sortir sa pépite, le stade a semblé retenir son souffle. Pourquoi se priver d'un tel éclat? Pourquoi briser une telle dynamique? L'explication de Luis de la Fuente, livrée au sortir de cette démonstration, est une plongée dans la philosophie d'un bâtisseur qui pense sur le temps long. Rodri a lui aussi réalisé un match fantastique, les deux défenseurs centraux ont été extraordinaires. Lamine est en pleine forme pour disputer des matchs complets, et que dire d'Oyarzabal? Il a eu quelques petits soucis physiques, que nous ne pouvons pas révéler, mais il livre toujours une performance exceptionnelle. Les matchs sont différents, même si l'approche est similaire. Pour De La Fuente, cette sortie n'était pas un simple ajustement tactique, mais un impératif stratégique.
Dans une compétition aussi éreintante que la Coupe du Monde, le sélectionneur jongle avec l'équilibre précaire entre l'urgence du résultat et la préservation de ses joyaux. Personne n'aime que son travail et ses compétences soient remis en question, la réaction des joueurs est logique. Une position ferme, pour nous justifier et assurer la continuité d'un projet en gestation depuis un certain temps. Remplacement de Lamine ? Bien sûr, il fallait voir comment le match allait se dérouler, mais aujourd'hui, c'était une étape importante. Il est maintenant en pleine forme, et c'est bien de le laisser comme ça, avec encore plus d'enthousiasme. L'Espagne a donc retrouvé ses certitudes. En conjuguant éclat offensif et prudence gestionnaire, Luis de la Fuente envoie un message limpide à la concurrence, et notamment à l'Uruguay, prochain adversaire de taille. La Roja ne se contente plus de jouer, elle maîtrise, elle contrôle, elle projette. L'Espagne ne fait pas que gagner, elle s'installe, avec une montée en puissance parfaitement assumée qui laisse présager des affrontements de haute voltige dans les jours à venir. Si le football est le théâtre des exploits physiques, il est aussi le miroir impitoyable de nos sociétés, révélant parfois des fractures morales insoupçonnées. En cette Coupe du Monde 2026, la Belgique, en pleine déconfiture sportive, se retrouve au cœur d'une polémique qui dépasse largement le cadre du terrain. Après 2 matchs nuls, 1-1 face à l'Égypte et 0-0 face à l'Iran, les Diables Rouges de Rudy Garcia piétinent. Mais c'est en dehors des vestiaires que la tension est à son comble, autour d'un sujet aussi universel que controversé, la paternité de Jérémy Doku. L'attaquant de Manchester City, gêné par des soucis respiratoires lors du dernier match, s'est retrouvé au centre d'une tornade médiatique pour avoir exprimé son souhait de quitter le groupe afin d'assister à la naissance de son premier enfant. Cette décision, naturelle pour beaucoup, a heurté la conception qu'ont certains du professionnalisme exacerbé. Le point de rupture a été atteint lors des déclarations de la journaliste France Piron, dont les propos ont enflammé les réseaux sociaux. Quand tu as la chance de participer à une Coupe du Monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place. Et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant. Ces mots, d'une violence rare, ont provoqué une onde de choc immédiate. La remise en question de la place du père, qualifié de figurant, dans un moment aussi sacré qu'une naissance, a soulevé un tollé. Si la journaliste a depuis formulé des excuses, le débat, lui, a pris une ampleur internationale, forçant des joueurs étrangers à sortir de leurs réserves. L'anglais Ollie Watkins, témoin de la complexité de l'épreuve, a livré une réponse empreinte d'humanité. Quelqu'un a qualifié cela de dégueulasse. Pour commencer, ce n'est pas une façon de qualifier un accouchement. J'ai vu ce que ma femme a traversé lors de l'accouchement, et tout s'est bien passé pour nous. Mais je connais des proches ou des amis pour qui ça n'a pas été le cas. Votre premier enfant, ça n'arrive qu'une fois. L'accueillir au monde, c'est une bénédiction. Je ne pense pas que ce soit l'affaire de qui que ce soit de savoir ce qu'il fait après l'entraînement. S'il rentre pour ça, je pense que c'est une bonne chose, c'est normal, je ne vois pas de problème, je ferai pareil. La presse mondiale, de la BBC au New York Times, s'est emparée du sujet, le quotidien américain tranchant avec une clarté désarmante. Jérémy Doku veut être présent pour la naissance de son premier enfant. Cela devrait être la fin de l'histoire. Pourtant, en Belgique, le climat reste délétère, teinté d'un humour noir révélateur du marasme sportif. L'humoriste Jérôme de Warzé, avec le cynisme qui le caractérise, a résumé le sentiment général face aux piètres résultats de l'équipe. Quel extraordinaire esprit de groupe, ces diables, ils font vraiment tout pour que Jérémy Doku ne rentre pas seul au pays. Cette affaire soulève une question fondamentale. Jusqu'où le sacrifice exigé des sportifs de haut niveau peut-il empiéter sur leur humanité profonde ? Alors que la Belgique, 3e de son groupe G, n'a plus d'autre choix que de vaincre la Nouvelle-Zélande pour espérer poursuivre l'aventure, Jérémy Doku se retrouve, malgré lui, au centre d'un débat sociétal qui questionne nos valeurs. Entre le devoir de performance et le respect de la vie, la frontière est devenue poreuse. Ce mondial, décidément, ne se joue pas seulement sur le rectangle vert, mais dans les consciences de ceux qui le regardent. Mesdames et messieurs, nous voici au terme de ce panorama haletant, là où les trajectoires se croisent, et où le destin d'une nation entière peut tenir en une seconde de jeu, en un coup franc bien tiré, ou en une décision humaine prise loin du vacarme des stades. Cette Coupe du Monde 2026 n'est pas qu'une simple accumulation de rencontres sportives. Elle est une fresque monumentale, un miroir tendu à nos passions, nos contradictions et notre soif d'absolu. D'un côté, nous avons vu le Cap-Vert, ces requins bleus, dont le seul nom inspire désormais le respect. Il nous rappelle que dans le football, l'impossible n'est qu'une opinion. En tenant tête à l'Espagne, puis en arrachant un point héroïque à l'Uruguay, ils ont insufflé un souffle d'air pur sur le tournoi. Ils prouvent, par leur résilience et leur abnégation, que le cœur peut parfois peser plus lourd dans la balance que le palmarès ou la valeur marchande des effectifs. Leurs exploits, marqués par le premier but de leur histoire en mondial grâce à Kevin Pina et l'égalisation de Helio Varela, sont les nouveaux mythes qui nourriront les rêves des générations futures sur le continent africain.
Parallèlement, l'Égypte a affirmé son statut de prétendant sérieux. En renversant la Nouvelle-Zélande sous l'impulsion d'un Mohamed Salah qui déploie sa légende, les pharaons ont rappelé que l'expérience et le talent pur sont des armes redoutables. Ils dominent leur groupe, laissant derrière eux une Belgique en plein doute, engluée dans ses résultats en berne et, surtout, dans une polémique qui a soulevé des questions profondes sur la nature même de nos athlètes. C'est ici que le tournoi gagne en complexité. L'affaire Jérémy Doku nous a forcés à descendre de nos tribunes pour regarder l'humain derrière le maillot. Elle a ouvert un débat nécessaire, quasi philosophique, sur la place de la paternité et de l'intime, dans une sphère médiatique où le sacrifice total est souvent la seule norme acceptée. Entre les jugements tranchés et la solidarité exprimée par des pères comme Ollie Watkins, nous avons touché à l'essence même de ce que signifie être un homme en 2026. Un être tiraillé entre le poids des attentes collectives et la sacralité de sa vie privée.